Voilà, moi, bienvenue à toutes et tous. Je vais très rapidement laisser la parole à Mathieu, donc du Tetris, qui a lancé le sujet et l'initiative de ces rendez-vous, de ce premier rendez-vous qui peut-être deviendra des rendez-vous. Donc initiative saluée et voilà, qui est plutôt chouette, à la suite un peu d'un palabre qui avait pu avoir lieu à Raffut cet été, qui essayait de poser un peu les différentes pistes et outils qui étaient actuellement en tête dans certaines structures. Euh, Mathieu va nous faire deux présentations. Il m'a expliqué qu'il allait être assez concis. On s'est pris 1 heure et demie, là, on se prend 1 heure et demie pour discuter. Voilà, il va essayer de tenir, voilà, parler de 45-50 minutes. Il y aura une première présentation qui pourra être suivie de questions, une deuxième également. Le tout est enregistré pour permettre aux personnes absentes de consulter la vidéo par la suite. Et on se donne à peu près 1 heure et demie. Donc voilà, on a jusqu'à 11 heures pour discuter du sujet en vigueur aujourd'hui. Et donc je te passe la main, Mathieu, et j'essaierai d'assurer la prise de parole en regardant qui lève les mains, qui lève la main en premier, en première. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Adrien, et merci aussi pour tout le soutien technique de la Fédé pour cette visio, et merci à toutes et tous d'avoir montré autant d'engouement au sein de cette proposition de visio. Après, je fais juste un petit parallèle, mais il y a une enfin, il y a une discussion un peu parallèle sur la liste Action culturelle en ce moment au sein de la Fédé sur pareil une question de partage d'outils. Donc je pense que peut-être à un moment donné on extrapolera, on verra hein, ce que l'avenir nous réserve, mais on extrapolera ce genre de rendez-vous avec d'autres entrées métiers, parce que effectivement la question des outils c'est pas forcément que la question des admins. Donc voilà. Ben moi je propose ce premier temps ce matin effectivement pour commencer à entrer dans le concret des outils et de ce qu'on utilise pour pouvoir se partager les bonnes solutions qu'on a trouvées à nos endroits. Et moi, dans ma situation, c'est vrai que je suis assez passionné par les tableurs et plus particulièrement Excel depuis quelques temps. Et puis aussi dans des problématiques d'admin depuis des années, c'est comment on fait parler de la compta et des prévisionnels pour savoir où on en est à un instant précis. Et avec moi, mon objectif, c'est que la compta soit un outil qui nous permette de visualiser le présent et pas le passé. Enfin, qui nous permette de visualiser le passé aussi, mais surtout qui serve à être un outil du présent et qui serve à connaître une situation vraiment à l'instant T, donc en réduisant aussi les délais qu'il peut y avoir entre les transmissions d'infos de cabinets comptables pour ceux qui ont des comptas externalisés, etc., etc. Et donc, comment pouvoir actualiser ces budgets sans que ce soit une tâche fastidieuse qu'on se fasse qu'une fois l'été parce que il y a tellement de données à condenser que ça devient compliqué. Comment créer un outil qui permette justement de faire dialoguer autant ses suivis budgétaires que sa compta pour savoir si on n'est pas complètement dans l'erreur au niveau gestion. Et ben je vous propose cette visio ce matin parce que moi, en tout cas, je suis arrivé à quelque chose d'assez satisfaisant avec l'usage d'Excel. Et donc, c'est ce que je m'apprête à vous partager. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes férus d'Excel et c'est probablement votre logiciel du quotidien. Et effectivement, moi, Excel, ça fait pas tant de temps que je l'utilise. Avant, j'étais vraiment plutôt logiciel libre et je défendais vraiment l'usage des logiciels libres et du coup d'être sur LibreOffice. Avant, j'étais sur OpenOffice, j'ai regardé un peu OnlyOffice, ce qui se présentait. Et puis un jour, j'ai découvert Excel et j'ai compris comment Excel avait surpassé toutes les autres initiatives libres. Et, euh, et j'avoue que maintenant que je suis passé en full Excel, et ça date d'il y a un an seulement, je ne peux plus revenir en arrière sur du logiciel libre. Alors effectivement, c'est Microsoft avec toute la symbolique qu'il y a derrière, mais je pense qu'effectivement la performance de ce qu'ils ont développé et, et surtout des composantes d'Excel comme Power Query ou Power Pivot, je les ai pas retrouvées dans les suites de logiciels libres. Alors peut-être effectivement il y a des choses que j'ai pas encore vues et peut-être que à la fin on aura peut-être d'autres échanges par rapport à ce que je vais vous montrer, mais
l'utilisation d'Excel. En tout cas, moi, ce que j'ai découvert vraiment avec Excel, c'est on n'utilise plus Excel en 2025 comme on l'utilisait en 2015 ou en 2005. Moi, mon usage d'Excel actuellement, je n'utilise quasiment plus aucune formule. Je ne fais jamais de formule. Je ne vais utiliser que une agrégation de composantes qui vont être Power Query, Power Pivot et les tableaux croisés dynamiques dans un objectif, faire dialoguer des choses ensemble et aussi éviter enfin minimiser en tout cas tout risque d'erreur possible de formules qui se décalent, qui se recopient, ou pire que ça, dans des tableaux partagés avec d'autres collègues, des gens qui vont avoir un usage peut-être moins conscientisé que le mien et du coup qui risquerait en fait d'insérer des erreurs justement dans des endroits sensibles où faut qu'on soit à peu près sûr de nos données. Donc voilà un peu. Je rappelle quand même que il y a un truc assez cool pour le moment avec Microsoft, c'est que bah, nous, par exemple, on a toute la suite Microsoft pour toute la structure avec je sais pas combien de licences entièrement gratuitement, puisqu'ils ont un programme qui s'appelle Non-Profit. Donc en fait, il y a toute une démarche, il faut s'inscrire sur le site Microsoft, ils vérifient qu'on est une association et du coup ils délivrent des licences déjà pour tout ce qui va être messagerie avec des grosses capacités de boîte mail et aussi des licences logicielles. Et du coup, nous, je sais que là, on a vraiment 10 licences pour l'installation de logiciels parce qu'ils ont aussi la suite Office en ligne. Et ça, on peut avoir jusqu'à 100 licences ou 200 licences gratuites. Et les licences premium, du coup, je sais qu'on en a 10. Et bon, j'ai cru voir que Microsoft allait arrêter de donner gratuitement des licences premium et que ça allait passer en facturation en 2026, je crois. Mais pour le moment, nous, on paye rien. Donc, bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même bon à savoir de se dire qu'on peut avoir de la licence Microsoft gratuite tout à fait légalement parce que c'est Microsoft qui propose ça justement aux associations. Et, euh, et voilà. Et ben, je vais commencer la présentation. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais partager? Ben, je vais partager l'intégralité de mon écran. Ça va être plus simple. Hop, ça c'est Eads. Vous devez bien connaître aussi. J'ai tout un tas de petits documents Excel sur lesquels je vais travailler ce matin et je commence. Ben, en fait, l'idée c'est que d'abord, je vais faire une présentation de Power Query et je vais faire une démonstration de Power Query. Je vais partir d'un fichier de base que mon comptable m'envoie. Je vais le transformer rapidement et je vais vous montrer comment rapidement on peut arriver à quelque chose qui s'avère un peu plus satisfaisant pour le traiter et l'analyser. Et, euh, donc voilà, donc ceux qui connaissent déjà Power Query, ils vont peut-être s'ennuyer ou peut-être ça va les conforter sur certains usages. Et du coup, une fois que je vous aurai fait cette présentation, je vous explique comment on va plus loin et comment on va utiliser Power Pivot. Et voilà, et du coup, bah, si vous en êtes d'accord, on peut se caler juste à la fin de la présentation de Power Query, un petit bout d'échange, et puis après j'enchaîne sur la présentation de Power Pivot, qui je pense va être peut-être un peu plus rapide. Et après ça, on peut avoir un temps d'échange plus conséquent. Donc, j'ouvre mon premier document Excel, qui est un grand livre analytique que me fournissait mon cabinet comptable jusqu'à ce jour. Donc, je sais pas si ça vous parle, ça c'est un export depuis le logiciel Sage 50. Donc, un tableau avec des analytiques, des codes comptables, des opérations, des montants en débit, des montants en crédit, et puis ça sur chaque code comptable et chaque analytique. Donc, partant du principe que ce tableau fait, je sais plus combien, quasiment 6 000 lignes. C'est assez fastidieux de pouvoir utiliser ce tableau pour pouvoir le rapprocher d'un tableau, d'un budget prévisionnel, par exemple. Donc, ma problématique a été de me dire comment je peux partir de ce document qui est
à peu près normalisé pour les comptables, mais pas tout à fait très ergonomique pour les gestionnaires. Et donc c'est là où Power Query va nous servir. Power Query, c'est un composant d'Excel qui est disponible, je crois, depuis 2016 ou un truc comme ça. Ça fait assez longtemps qu'il est dans les versions d'Excel. Et là, moi, je suis sur Microsoft 365. Il est à l'intérieur. Et en fait, il permet deux choses, Power Query. Il permet d'une part de connecter des sources de données. Donc là, on va travailler de Excel à Excel, mais en fait, Power Query propose de se connecter à plein de sources de données différentes qui peuvent être par exemple des bases de données SQL, d'autres outils sur d'autres. Alors je sais même pas exactement tout ce à quoi on peut se connecter, mais la liste est assez importante. Il lit aussi les PDF, c'est-à-dire si on a des tableaux en PDF, il peut aussi détecter les tableaux à l'intérieur de documents PDF. Il lit aussi les images, c'est-à-dire si on a une image, un JPEG, il arrive à reconnaître un tableau et il arrive à peu près à analyser les valeurs. Moi, j'utilise rarement ça et j'ai la chance effectivement de pouvoir avoir au moins des exports en format Excel ou CSV et ça marche très très bien. Donc en gros, j'ai mon tableau. La petite spécificité, c'est que à la base, mon tableau, il s'arrêtait là, il s'arrêtait à solde cumulé. Et en fait, je me disais, ah bah c'est super, mais en fait, j'ai l'analytique qui est dans la cellule A9, le code comptable qui est dans la cellule A10. En dessous, j'ai rien. Après, ça reprend. Comment je fais pour traiter ça? Comment je peux organiser mes données avec cet C'est export qui bien. était pas terrible? Et donc, C'est sur les outils de gestion des journées commence bien. moi, en fait, j'ai tout simplement demandé à Sage de personnaliser l'export en disant, moi, je veux un report du numéro de compte et du code analytique sur chaque ligne d'opération. Et là, on va pouvoir commencer à travailler parce qu'en fait, si j'avais pas eu la possibilité de rajouter ces colonnes-là, bah, j'aurais hyper galéré à pouvoir faire des reports d'analytique et de code comptable au bout de chaque ligne. Et donc ça, un export de logiciel, je pense que ça se personnalise. En tout cas, avec Sage, moi, je les ai sollicités et ils m'ont du coup livré une matrice qui maintenant été intégrée du coup au logiciel de la comptable et du coup elle pouvait m'exporter au moins quelque chose que je peux commencer à traiter avec ça. Je vais, je vais partir avec un nouveau tableau. J'ouvre un nouveau classeur qui est vide. Et du coup, je vais dans ce classeur rapatrier mes données qui sont dans le document que ma comptable m'a fourni. Je précise un truc qui est intéressant, c'est que je ne touche jamais aux données sources. C'est-à-dire que la donnée source, le tableau source que ma comptable m'a envoyé, lui, je le modifie pas en direct, je garde l'intégrité des données et je vais plutôt les travailler à un autre endroit et dans un autre tableau. Donc, Power Query, ça se trouve dans l'onglet données et ça se trouve dans cet endroit-là qui s'appelle obtenir des données. Et c'est à partir de là où on a toutes les données qu'on peut importer, donc du Excel. On peut aussi, par exemple, avoir un dossier avec les données qui sont structurées de la même façon tous les mois. Donc un dossier physique sur l'ordi avec un classeur par mois, janvier, février, mars, avril, tout ça. Power Query a en capacité de pouvoir analyser tout ce qui se passe dans un dossier et ajouter les données au fur et à mesure qu'elles sont mises sur le disque dur. Donc il y a plein de trucs après. On part sur de la Power Platform et de la BI, enfin bref, il y a plein de choses. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai besoin, c'est de récupérer les données d'un classeur Excel. Donc, c'est parti. Et oui, je l'ai mis sur le bureau. Il est là. Donc là, obtenir les données de mon classeur Excel. Il fait la connexion. Et là, ça y est, on entre dans Power Query. Donc, le fichier s'appelle Grand Livre Analytique Tetris 24, feuille 1. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci. Et donc, maintenant,
j'ai cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre et le travail que je vais faire, c'est cleaner mon tableau pour qu'il devienne enfin exploitable. Et euh, vous allez voir que Power Query utilise un autre langage. Il y a plusieurs langages dans Excel, en fait, il faut le savoir. Il y a le langage Excel traditionnel avec les formules, mais ils utilisent aussi le langage M et le langage DAX pour écrire un certain nombre de formules, et puis aussi le VBA pour ceux qui aiment faire des macros. Moi, j'en fais jamais. Et alors moi, je suis pas codeur, je connais pas forcément les langages. Par contre, eh ben, mon usage de l'IA, il va être à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en gros, quand je galère et que j'ai envie de savoir faire un truc et que j'ai envie d'écrire une formule et que j'arrive pas à la faire tout seul, et ben, je vais demander à Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, de me filer un coup de main et ça se passe plutôt pas mal. Donc Power Query, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'en gros là, il y a ma requête que, allez, je vais renommer, elle va s'appeler Grand Livre 24. Il y a mes données qui sont là, qui sont globalement mon tableau Excel que je vous ai montré précédemment. Et ici, les étapes. Et en fait, vous allez voir que Power Query, ce qui va nous permettre, c'est de déterminer un certain nombre d'étapes. On va lui demander de faire un certain nombre d'opérations. Et à la suite de ça, à chaque fois que ma comptable m'enverra une actualisation de mes données comptables, en fait, toutes ces étapes se répéteront automatiquement. Donc, une fois qu'on a trouvé la bonne façon d'optimiser ces données, qu'on a défini ces étapes, on n'a pas besoin de le refaire. À chaque fois qu'il y aura un nouveau tableau qui sera envoyé, et ben, le même processus se mettra en place et du coup permettra d'avoir les données qui sont actualisées. Donc, je vais aller un peu rapidement et du coup, si vous voulez approfondir, vous pourrez regarder, je pense, un petit peu cette visio une nouvelle fois, une fois qu'elle sera en ligne. Mais en gros, on va commencer déjà par, on va virer les en-têtes et on va virer des étapes qu'il a créées automatiquement, ça on va les virer. Déjà, on va dire que mon tableau, il commence là, parce que ça, c'est mon en-tête. Numéro de mouvement, journal, date, numéro de pièce, montant, etc., etc. Donc mon tableau, il commence réellement à la ligne 7. Donc super, eh ben, je vais supprimer les lignes du haut et je vais en supprimer 6. Hop, je supprime 6 lignes. Déjà, ça c'est pas mal. Et ben ça, c'est mon en-tête. Ok, super. Et ben je vais lui dire utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc maintenant, mon tableau devient un peu plus structuré, c'est-à-dire que chaque colonne a un nom d'en-tête qui est déjà un petit peu plus cohérent avec ce que je cherche à faire. Ensuite, il y a pas mal de lignes qui ne m'intéressent pas dans ce tableau, puisque en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est toutes les lignes où il y a des montants en débit, en crédit. Donc, ok. Bah, déjà d'une, je pense qu'il y a des colonnes qui m'intéressent pas parce qu'en fait, lui, il m'a importé l'intégralité du classeur. Donc, il m'a importé 118 colonnes. Moi, je m'en fous un peu de ces colonnes-là. Donc, bah, je vais prendre que les colonnes qui m'intéressent jusqu'à mon intitulé code analytique et je vais faire supprimer les autres colonnes. Ça y est, j'ai réduit mon tableau. Maintenant, je n'ai plus que les données qui m'intéressent. Et puis, j'ai envie de dire, moi, dans ce tableau-là, il y a des choses qui m'intéressent pas non plus. Le journal, je m'en fous. Le numéro de pièce, oui, on va le garder. Ça, les histoires de lettrage, alors moi, je m'en fous un peu à mon niveau. Le solde cumulé, absolument pas d'intérêt pour moi. Et puis les numéros de compte, intitulé de compte, intitulé code analytique, ça, on va les garder. Et ben, je vais supprimer les colonnes que je viens de sélectionner. Je viens de réduire mon tableau encore de quelques colonnes. Ensuite, il y a des lignes où il n'y a ni montant en débit ni montant en crédit, parce que du coup, c'est souvent les lignes d'en-tête. Et ben, ça veut dire que dans ces lignes d'en-tête, il n'y a pas de numéro de compte qui a été ajouté. Hop, numéro de compte. J'enlève tous ceux qui sont vides. Hop, ça commence à ressembler à un truc un peu plus rigolo. Et puis, déjà, c'est pas mal. Déjà, à partir de là, je peux faire des trucs, sauf que il y a juste un truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai, comme dans tout logiciel comptable, un montant au débit et un montant au crédit. Et si je veux pouvoir avoir un truc qui calcule tout seul avec les tableaux de bord, en fait, il me faudrait qu'une seule colonne de valeur. Et bah en fait, moi, la petite technique que j'applique à chaque fois, c'est que bah, je vais créer une colonne, je vais ajouter une colonne,
j'ai créé une colonne que je vais appeler valeur. En gros, pour que mon tableau il calcule, il va falloir que les crédits soient en plus et que les débits soient en moins. Donc, je vais juste faire valeur montant crédit moins montant débit. Et ça va me faire l'addition des deux. Ce qui fait que dans certaines opérations, quand c'est des avoirs ou des reçus et que j'ai des débits au crédit, enfin, vous voyez, les petites subtilités comptables, là, il va pas chercher à comprendre ce qui est euh, en débit, il va me mettre un moins devant, ce qui est en crédit, il va me mettre un plus devant, et puis voilà, ça va marcher. Sauf que, eh ben non, ça marche pas. Là, j'ai des valeurs nulles, mais ça, c'est une petite subtilité de Power Query. Je vous ai oublié aussi de préciser que euh, il définit des types de valeurs par colonne. Là, par exemple, il a bien reconnu que c'était une date. Ça, c'est très, très important quand on fait des opérations dans Power Query. On ne peut pas additionner des choux et des carottes, comme me disait ma prof de maths. Donc, par exemple, on ne peut pas ajouter un texte et une valeur numérique. Ça, c'est une limitation de Power Query. Par contre, là, c'est bizarre. Mon montant au débit, il est en valeur numérique et mon montant au crédit, il est en valeur numérique. Et pourtant, quand je fais la somme des deux, et ben, il me renvoie nul, nul partout. Bah, c'est une petite subtilité de Power Query, mais en fait, au lieu de comprendre que la valeur est zéro, il m'a indiqué nul partout, et du coup, nul plus 750 pour lui égale nul, donc c'est pas du tout intéressant. Et bah, aucun problème. Transformer, remplacer les valeurs, remplace-moi nul par zéro. Mais il faut pas que je le fasse là, il faut que je le fasse avant d'avoir ajouté ma colonne, sinon ça va pas marcher. Donc, remplacer la valeur nul par une valeur qui s'appelle 0 dans toutes mes colonnes. Il m'applique le truc automatiquement. Je retourne là et du coup, ma colonne valeur devient une colonne avec effectivement des moins pour les débits. Et puis si je descends très bas, je vais avoir à un moment donné des plus. Voilà. Donc, ils sont des opérations de crédit. Ah bah, justement, des fonds dédiés ou des subventions. Donc ça a l'air de marcher. Dernier truc, et ben je déclare que ma colonne valeur est une colonne numérique. Donc j'ai soit nombre décimal ou nombre entier ou devise, enfin peu importe. Ça c'est la même question que le formatage sur Excel. Voilà, il se passe rien. Et là, j'ai fini. Là, j'ai fini, on va dire, la partie vraiment Power Query. Donc, après, une fois que j'ai fini de traiter mes données, donc que j'ai appliqué ces étapes et que ces étapes, elles sont enregistrées et qu'à chaque fois que j'actualiserai ma source, eh ben, il me refera ces étapes-là pour cleaner toutes les données. Et ben, après, ben, je peux tout simplement fermer et charger Power Query. Et là, il va m'importer un tableau dans Excel avec toutes mes données comme je viens de les traiter sur Power Query. On retrouve voilà, les numéros de mouvement, les dates, les montants débit, crédit, ma colonne valeur que j'ai ajoutée là, mon numéro de compte, l'intitulé du compte, code analytique intitulé analytique. Là, il vient de me créer une nouvelle feuille. On n'est pas obligé forcément de faire en sorte que ça soit importé dans un nouveau tableau. Moi, j'utilise beaucoup le fait que de créer la connexion et d'ajouter ce modèle, enfin ces données au modèle de données. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de charger ça dans un nouvel onglet, les données, elles sont bien présentes dans Excel, mais vous pouvez les appeler différemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir un onglet supplémentaire qui s'appelle Grand Libre d'ailleurs. C'est pas. Et donc ça, je fais ça. OK. Cette requête est actuellement, oui, évidemment, il va me supprimer ça. Chargement de mes données en cours. OK, et ben une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon tableau croisé dynamique. Donc, insertion tableau croisé dynamique. Ah, au lieu de faire à partir d'un tableau d'une plage, ben là, je vais faire à partir d'un modèle de données, puisque je viens d'ajouter mes données au modèle de données. Feuille de calcul existante, voilà, ça c'est tableau croisé dynamique, c'est peut-être plus coutumier pour vous. Je retrouve mon tableau là, et bah du coup, je vais mettre mon numéro de compte là, mon code analytique là, et ma valeur en valeur. Bon, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à un truc, et j'ai un chiffre là.
Bien sûr, toute donnée est purement pour l'exemple, ça n'a rien à voir avec une situation réelle. On peut regarder du coup dans ce grand livre la valeur qui est indiquée sur ma dernière ligne de mon grand livre est 108 801 90 et du coup dans ce que je viens de traiter avec mon tableau croisé dynamique, j'arrive à on y arrive. Ah, c'est 108 890. Donc, mon tableau croisé dynamique fonctionne. J'ai exactement la même donnée structurée différemment que dans ce que ma comptable m'a envoyé. Donc, déjà, c'est pas mal. Après, bon, c'est pas hyper satisfaisant parce que j'aimerais bien pouvoir avoir un truc où j'ai les intitulés de comptes qui apparaissent, peut-être regrouper mes comptes 60, mes comptes 61, 62, peut-être regrouper mes charges et mes produits parce que là, du coup, tout est à la suite. Donc, on va voir comment traiter ça. Bon, je change déjà le format de valeur. Je vais lui dire que c'est un nombre. Je vais enlever les décimales. J'utilise le séparateur de milliers. Je vais mettre les nombres négatifs en rouge et les nombres positifs en noir. Bon, hop. Je vais faire en sorte que mon tableau arrête de se redimensionner à chaque fois qu'il s'actualise parce que ça m'énerve. Je redimensionne mes colonnes pour qu'elles fassent toute la même taille. OK. Pourquoi? Hop. Voilà, c'est déjà presque un peu mieux, mais pas encore assez satisfaisant. En tout cas, là, ça me permet d'avoir déjà par analytique, je peux accéder un peu plus rapidement aux résultats de chaque analytique et au résultat global. Voilà. On va faire un truc ensuite. On va retourner dans Power Query. Donc, je retourne dans mon éditeur Power Query. Je vais vous filer des petits tips que moi j'applique à chaque fois pour construire un tableau de bord qui soit un peu plus sympa. Et donc, tout simplement, je vais créer un champ calculé qui va me mettre 604.00 achats, études et prestations de services. Bon, ça c'est presque facile, sauf que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas additionner des nombres et des valeurs texte, donc je vais juste faire duplication de la colonne. Clac, je viens de créer une nouvelle colonne qui s'appelle nom de compte copié. Et celle-là, je vais dire que c'est du texte. Je ne change pas la valeur, je viens juste de changer le format. Et du coup, ça me permet ensuite de pouvoir ajouter une colonne personnalisée qui va s'appeler, vas-y, qu'on va appeler compte combiné. Et ça va être tout simplement mon numéro de compte que je viens de créer et je le concatène avec juste un espace, où on peut mettre un tiret, peu importe. Moi, je vais mettre juste un espace et je vais le concaténer avec l'intitulé du compte. Clac. Du coup, je viens de créer en fait juste une colonne où je retrouve mon numéro de compte et mon intitulé de compte, ce qui va me permettre par la suite de ça de pouvoir faire des tris croissants, notamment croissants. Les tris décroissants vont pas forcément m'intéresser, mais ça va être plus simple. Et puis, je vais juste faire aussi une duplication encore de ma colonne numéro de compte pour en avoir deux similaires. C'est exactement les mêmes, ça sera toujours les mêmes données à l'intérieur. Ça, je vais la garder et je vais l'appeler numéro compte 2 et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Hop, donc, fermer et charger. Hop, il se passe rien, sauf que mes données se mettent à jour. C'est marqué en bas, récupération des données, lecture des données. C'est bon. Là, juste, il m'a ajouté ce que je viens de créer. Il me l'a ajouté. Donc, je vais plus utiliser numéro de compte. Je vais utiliser compte combiné. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Et puis, en fait, pour faire des regroupements, je vais utiliser mes deux colonnes que j'avais précédemment, numéro de compte et numéro de compte 2. Alors là, ça devient un peu le bordel. Mais la puissance des tableaux dynamiques, des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on peut faire des regroupements de valeurs. Et donc, nous allons faire ici deux regroupements de valeurs. D'ailleurs, je vais commencer par réduire tous les champs. Je vais faire un regroupement par
compte. Ah ouais, non, je vais vous le faire en étapes pour que vous compreniez la petite subtilité. Je vais virer numéro de compte 2, on va garder que numéro de compte. Numéro de compte, donc j'ai mon compte 602-600 dans lequel il y a 602-600 emballage et mon compte 604 dans lequel il y a 604 achat d'études et prestations. Bref, ben moi je voudrais avoir les comptes 60, les comptes 61, les comptes 62, les comptes 63, les comptes, etc., etc. Et ben en fait, on va tout simplement faire une opération groupée. Ah oui, mais je peux pas le faire si j'utilise pas Power Pivot à ce moment-là. Et ben du coup, on va faire juste autrement. On va. Ah, j'ai la barre de zoom qui m'embête un petit peu là. On va retourner dans notre requête et connexion et on va. Non, on va pas la modifier. On va la charger dans un nouveau tableau et ça se passe pas ici, c'est là. Voilà, charger dans un tableau. Et on va créer une nouvelle feuille de calcul. Donc ce tableau-là, je vais le supprimer et je vais repartir, je vais recréer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau. Power Pivot, en fait, le fait de passer par des modèles de données crée quelques limitations, mais je vais vous montrer dans la vidéo d'après comment les surpasser. Donc on recommence tableau croisé dynamique à partir de ce tableau-là qui est un tableau structuré. Alors je ne sais pas si vous avez bien perçu cette petite différence sur Excel entre les tableaux structurés et les tableaux dits simples. Les tableaux structurés, ça se passe en général quand vous avez créé un tableau et que vous voulez le mettre en tableau structuré. Vous sélectionnez votre tableau, vous tapez CTRL L, ça c'est le raccourci, et du coup ça vous permet de créer un tableau. Et une fois que vous avez créé un tableau, et ça c'est la petite spécificité d'Excel, un tableau structuré, il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes, notamment le fait de vous rajouter des colonnes, vous rajouter des lignes, et bah tout se met à jour automatiquement. Elles sont bien intégrées dans ce tableau-là et on n'appelle plus les colonnes par une adresse de cellule, mais on va appeler ça arrobase numéro de pièce. Vous avez peut-être vu ça. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire et le jour où j'ai compris à quoi ça servait, je ne peux plus m'en passer. Donc, on a ce tableau, on crée un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau dans ma feuille de calcul précédente qui se trouve ici. On va le mettre là. Clac, je retrouve toutes les colonnes de mon tableau, mes comptes combinés, mon code analytique, mes valeurs, format de nombre, nombre, utiliser séparateur de milliers, 100, décimales, clac, et puis arrête de te redimensionner tout seul. C'est moi qui décide. On aime bien les analytiques chez nous. On en a un petit paquet. Donc voilà, on se retrouve à la même situation que précédemment. J'ai l'intégralité de mes comptes 6, l'intégralité de mes comptes 7. En bas, j'ai un total général, c'est super, mais maintenant, je voudrais le total par compte 61, 62, 63 et le total des charges et des produits. Donc, numéro de compte, je reprends tout à l'heure. Donc là, il vient de me rajouter le numéro de compte. Là, c'est pas beaucoup plus pertinent comme affichage, mais maintenant, on va pouvoir grouper. Hop, je groupe. Et comme c'est un champ numérique, il reconnaît automatiquement que je peux faire un regroupement. Et ben, je vais démarrer à 600 000. Je vais m'arrêter à 800 000 avec un pas de 10 000. J'ai déjà quelque chose qui est un peu plus intéressant. Là, j'ai mon compte 60, mon compte 61, mon compte 62, mon compte 63, mais je n'ai toujours pas la distinction entre les charges et les produits. Et bah, du coup, je vais réutiliser cette nouvelle colonne qui s'appelle numéro de compte 2 que j'ai créé précédemment, et elle, je vais lui appliquer un regroupement de 600 000 jusqu'à 800 000, mais avec cette fois-ci un pas de 100 000. Donc, comme ça, on aura de 600 000 à 699 000, de 700 000 à 800 000. À partir de ce moment-là, eh ben, en fait, je peux tout renommer. Je vais appeler ça. Alors, je vais juste lui demander. Ça, c'est vraiment juste pour ma petite gouverne perso. Je vais juste
lui demander de passer une ligne euh, entre les charges et les produits. 600 000, 700 000, je vais appeler ça charge. 700 000, 800 000, je vais appeler ça produit. 600, je vais appeler ça 60 achats. 61 services extérieurs, etc., etc. 62, etc. Autres services. Vous pouvez tout renommer, les regroupements que vous avez créés, tout se déplie. Donc, vous pouvez réussir assez rapidement à avoir une vue qui est très synthétique à très précise. L'intérêt du tableau croisé dynamique, c'est que vous vous dites, tiens, mais il y a quoi dans achat de spectacle de mon analytique artistique? Vous double-cliquez et là, vous retrouvez le filtre de toutes les opérations qui constituent ce montant-là. J'avoue que ouvrir des onglets de détail, je trouve ça assez intéressant. Et puis voilà. Et puis le petit truc en plus, une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez créer des segments, qui est aussi une petite spécificité d'Excel, qui, ma foi, est très très pratique. C'est dans Insertion, c'est pas dans Données. Je crée un segment, et par exemple, je vais me créer un segment par code analytique. Et donc, je vais me créer un segment que je vais placer là. Clac. Donc là, c'est mes codes analytiques. Bon, je les connais, peut-être cela vous évoque pas grand-chose, mais le principe du segment, c'est qu'on va pouvoir filtrer de façon très rapide et très visuelle. Donc par exemple, là, j'ai l'intégralité de mes analytiques Tetris et je me dis, tiens, en fait, j'aimerais bien avoir que le fonctionnement général avec les frais de bâtiment et les frais de com. Bah voilà, du coup c'est bon, j'ai du coup ah bah c'est en négatif, ça veut dire que en gros ma marge d'activité elle est négative, c'est-à-dire une fois que j'ai payé mon fonctionnement, mes fluides et la com, voilà. Donc ça, cette info-là, j'ai pu l'avoir très rapidement et puis voilà, vous pouvez envisager de faire tous les regroupements que vous voulez avec l'aide d'un filtre visuel. Voilà pour la première partie Power Query. Je fais une pause parce que je pense que je vous en ai déjà mis pas mal. Est-ce que ça suscite chez vous déjà quelques petites réactions? Ou, euh, ou est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur Power Pivot? Comme vous pouvez le voir, je suis un peu bavard et du coup, je vois qu'il est déjà 10h15. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Oh bah écoutez, c'est vraiment voilà, s'il y avait vraiment des gros questionnements après, là, l'intérêt d'avoir enregistré fait qu'on va pouvoir chacune revenir sur chaque petite étape où on a peut-être loupé le coche. Mais voilà, donc effectivement, si personne a une question peut-être On enchaîne? on peut enchaîner, ouais. Bon, je vais essayer de faire en sorte que la deuxième partie, elle soit plus rapide. Et même si peut-être elle est un poil plus technique, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Donc là, en gros, la première chose qu'on a fait, c'est prendre des données, les transformer et en créer un tableau qui va nous permettre après de pouvoir répondre à plein de questions qu'on peut nous poser en interne, que la direction peut nous poser en nous demandant des indicateurs financiers ou pour des bilans financiers et autres. Là, je pars de la compta réalisée. Maintenant, du coup, passons un peu à mes autres problématiques et je pense aux vôtres également. Euh, Maintenant, mon comptable, parce qu'on a changé de comptable entre le grand livre précédent et celui-là, mon comptable, il m'envoie un CSV. Bon, bah, c'est à peu près le même principe, même si pour le coup, il est un peu plus propre que ce qu'on pouvait avoir comme données exportées de Sage. Donc là, je sais plus ce qu'il utilise, c'est Isa Compta ou un truc comme ça. Les comptes, les libellés de comptes, les codes activités qui sont les codes analytiques, les libellés en tête, débit crédit, et puis tout un tas de colonnes dont je m'en fous. Donc ça, c'est ce que mon comptable m'envoie aujourd'hui tous les mois.
Ça, c'est le truc précédent, l'exemple précédent. On ne va plus l'utiliser. Et moi, ma petite spécificité, c'est que à l'intérieur de mon asso, j'ai 3 établissements. J'ai le Tetris La Smac, le festival et la radio. Donc j'ai dans l'absolu 3 budgets prévisionnels dans lesquels à l'intérieur j'ai des budgets par service. Et j'ai trouvé une forme de budget prévisionnel qui me paraît un peu, enfin, qui me paraît assez satisfaisant et qui est en même temps très très détaillé. En tout cas, c'est pour pouvoir communiquer avec les services. Si je parle purement en code comptable, mes collègues, je les perds au bout de 5 minutes, ils comprennent pas ce que je dis. Donc, j'ai essayé de faire un truc qui soit en même temps un peu compréhensible pour des non comptables et qui, moi, me permettent d'avoir les données au même endroit et de pas avoir à faire de la recopie d'infos. Donc, en fait, je me suis créé un tableau charge produit avec voilà dans lequel j'ai un descriptif des comptes, mais dans lequel je vais même très loin. C'est-à-dire, par exemple, je prends les cotisations qu'on va payer aux différents réseaux, au SMA, à la Fédé, aux réseaux régionaux. Moi, je vais me faire une ligne pour être sûr de ne pas en oublier un. Et puis, à côté, je vais mettre le code comptable et l'analytique dans lequel moi, je sais que ça va. Donc ça, j'ai un tableau pour le Tetris. Du coup, avec par service, après on retrouve le budget bâtiment, le budget com, le budget artistique. Là, tout est dans le même tableau, mais on pourrait imaginer que tout ça, c'est des tableaux différents. Dès lors qu'ils sont structurés de la même façon, qu'il y a un peu une matrice similaire, on va pouvoir faire exactement le même travail sans trop de difficultés. Mais bref, en gros, par activité, j'ai un budget et comme ça, tout le monde sait à peu près dans quel horizon il navigue. Bah, j'ai un budget pour le festival, pour la radio, qui sont tous présentés de la même façon, avec effectivement les petites colonnes. Alors là, elles sont cachées parce que pour pas alourdir l'affichage. Ouais, je sais plus pourquoi j'arrive plus à démasquer. Bref, voilà, elles sont là. Donc voilà, tous les frais. Là, c'est un petit budget parce que sur la radio, ça va. Et donc, en gros, moi, j'ai 3 tableaux de budget prévisionnel et je peux en avoir 10. Ça va pas me changer la vie. J'ai mon comptable qui m'envoie tous les mois un grand livre. Et du coup, bah, comment à un moment donné, je peux faire un reporting tous les mois en disant, oh là, attention, on est mal barré sur, je sais pas, la vente de spectacles. On s'est dit que cette année, on ferait 300 000. On est à la moitié de l'année, on a fait que 100 000. Donc, il y a peut-être des choses à réinterroger. Comment je peux faire du reporting efficace et mensuel? Et du coup, eh bien, au milieu de ça, moi, j'ai mon tableau de bord que je me suis créé où, eh bien, en fait, eh ben, j'arrive sur le bon onglet. Alors, il y a un petit peu de chargement de données, mais en gros, là, j'ai mon reporting avec mon tableau, mon budget prévisionnel, mon budget réalisé, c'est-à-dire la compta, et du coup, mon petit indicateur de où j'en suis. Est-ce que je suis à plus de 100%? Est-ce que j'ai déjà dépensé plus que ce que je devais dépenser? Ou est-ce que je suis à plus de 100% en produit? Est-ce que j'ai déjà encaissé plus que ce que j'avais prévu? Ce qui est plutôt un bon signe. Et donc tout ça se génère absolument automatiquement à partir des tableaux que je vous ai montrés précédemment. Et donc, globalement, ça dégage. Globalement, eh ben, j'utilise Power Query pour aller chercher les infos et les structurer dans tous les tableaux que je vous ai montrés, donc c'est-à-dire les tableaux de prévisionnel et le grand livre. Là, j'ai mes requêtes. Donc là, je l'ai traité. J'ai une requête Tetris charge, une requête Tetris produit parce que je vais chercher les lignes la colonne des charges et la colonne des produits. J'ai pratiqué un peu différemment de ce que je vous ai montré sur, sur la présentation précédente, juste parce que le tableau n'est pas présenté de la même façon et c'était plus facile de le traiter comme ça. Mais en tout cas, on arrive au même résultat. Ce qui est pratique avec Power Query, c'est que là, je fais cette opération en gros sur un tableau qui s'appelle Pref Tetris.
Là, j'ai la même requête à faire sur West Park, Trèves, West Park. En fait, j'ai juste dupliqué ma requête. Donc, il m'a dupliqué toutes les mêmes étapes et j'ai juste changé la source. Donc, j'ai juste changé la source du fichier et en fait, ça m'a réappliqué exactement les mêmes requêtes à d'autres tableaux. Et puis, l'intérêt de Power Query, c'est qu'en fait, ces tableaux-là, eh ben, je les ai tous ajoutés dans une seule et même requête que j'ai appelée Trèves où là, bah, je retrouve l'intégralité de toutes ces requêtes-là. Elles sont fusionnées en une seule requête que je vais après pouvoir bah, gérer dans un tableau croisé dynamique. Donc, ça, c'est une force de Power Query, effectivement, c'est de fusionner des requêtes dans une seule pour avoir un seul et même grand tableau dans lequel on retrouve l'intégralité de toutes les opérations. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aurais 10 tableaux Excel, et ben je dupliquerai ma requête le nombre de fois avec le nombre de sources différentes, ou alors même je ferai en sorte que toutes les sources soient dans le même dossier et je ferai qu'une seule requête qui va renifler ce qu'il y a dans le dossier. À chaque fois qu'il y a un tableau ou une modif, il le prendra en compte. Et donc voilà, les seules données que je vais exploiter sont celles-là en réalité. Et puis bah sur mon grand livre, bah j'ai fait à peu près les mêmes petites opérations que je vous ai montrées précédemment, avec ma colonne valeur que j'ai rajoutée. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup de modifs d'ailleurs dans ce tableau-là, mais euh, ouais, il y a juste ouais bah voilà. Et donc une fois que j'ai traité mes données, je les ai ajoutées à mon modèle de données. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et du coup, pour le remontrer, en fait, ces données-là que je traite, elles apparaissent pas dans un onglet comme je vous ai montré précédemment. Elles vont apparaître dans ce qu'on appelle le modèle de données. Et c'est là où Power Pivot va prendre tout son sens. Ajouter ces données au modèle de données. Donc prévisionnel et grand livre. Donc c'est bon, elles sont dans mon modèle de données. Pour faire communiquer des choses ensemble, il faut définir une sorte de langage de communication, c'est-à-dire on va pouvoir mettre des choses en parallèle, mais sur quelle base et avec ce qu'on va appeler quel index. Et c'est là où justement on va passer à l'étape Power Pivot, parce que Power Pivot, il va vraiment pouvoir nous permettre de faire dialoguer un grand livre qui lui est présenté d'une certaine façon avec un certain nombre de colonnes et un prévisionnel qui lui est présenté d'une autre façon avec des colonnes, mais on va quand même retrouver des similarités, c'est le code comptable et le code analytique. Donc ça, c'est un prérequis. Pour que les choses puissent communiquer entre elles, il faut qu'il y ait des données qui soient similaires. Et notamment, le fait de la nomenclature comptable, il existe exactement pour ça. C'est vraiment un principe de base de données, c'est de pouvoir avoir des codes uniques pour pouvoir faire en sorte que des choses soient interprétables et puissent communiquer entre elles. Pour faire en sorte que mon prévisionnel et mon grand livre puissent communiquer entre eux, je vais me créer une table que je vais appeler table intermédiaire, qui est juste, en fait, là, en l'occurrence, je me suis créé une table qui est mon plan comptable. Donc, mon plan comptable, je retrouve tous mes codes comptables, mes intitulés. J'ai remis le combiné là et je vais vous expliquer pourquoi. Tiens, j'ai fait ça combiné simplifié et vous allez voir en quoi ça va me servir. C'est que par exemple, moi, tous les comptes 640, rémunération du personnel, cotisation sociale, audience, congé spectacle, en fait, à mon endroit de la gestion, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien coûte le personnel en coût total employeur. Donc, en fait, en gros, là, je fais un peu un truc qui va me servir après à dire à chaque fois que tu vois 640 ou 640, 103 ou 641, 104 ou 641, 200, c'est 641 pour moi et je fais pas la distinction entre ces différents comptes. Après, voilà, j'ai détaillé les intitulés famille, les intitulés charges. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu inutiles. Et j'ai fait la même chose sur l'histoire des axes analytiques. Donc, tous mes axes analytiques, je me suis dit, bah ça, je sais que tous mes axes analytiques qui commencent par un, je sais que ça correspond au Tetris. Tous mes axes analytiques qui commencent par 2, je sais que ça correspond à Westpark. 3, c'est Westrack.
Je sais que ces axes analytiques-là sont dans le service bidule, ça correspond à telle activité, et le référent de ce service, en plus, c'est mes collègues, et puis il y en a certains, ils ont plusieurs activités, et donc ils ont plusieurs budgets. Ça, je vais vous montrer après comment ça va me servir à faire des trucs assez efficaces pour mes collègues. J'ai créé ces tableaux, qui sont des tableaux dits structurés. Et je les ai également ajoutés au modèle de données. Modèle de données, ça se trouve dans Power Pivot. Alors tout d'abord, si vous ne voyez pas apparaître Power Pivot ici, si je ne dis pas de bêtises, il faut aller l'activer. Et c'est peut-être pas dans les compléments, mais en tout cas dans les options. Dans les options, a priori, toutes les personnes qui ont la version Microsoft 365 ont Power Pivot, mais ça se situe dans complément. Et après, il y a complément comme si je dis pas de bêtises. Et là, voilà, c'est ça. Et en gros, il y a des choses qui sont pas activées, notamment Power Pivot, il n'est pas forcément activé. Donc là, clic, vous dites OK. Et s'il apparaît pas là, vous redémarrez, il va réapparaître. Donc en fait, j'ai ajouté ce tableau-là au modèle de données. J'ai ajouté ce tableau-là au modèle de données. Et maintenant, je vais aller gérer mon modèle de données. Et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où on surpasse un peu l'usage de tableurs d'Excel. Là, on rentre. Peut-être que certains d'entre vous ont eu ces formations-là où ça va leur parler, mais là, on rentre quasiment dans de la gestion de base de données. Donc, on va pouvoir faire communiquer plusieurs tableaux entre eux avec des clés uniques. Et ça, c'est surpuissant. Donc, on retrouve mon plan comptable, c'est le tableau que je vous ai montré précédemment avec mes codes comptables qui, eux, sont uniques. Mon plan analytique avec des codes analytiques qui, eux, sont également uniques. Mon grand livre envoyé par mon comptable dans lesquels on retrouve les codes comptables qui, eux, sont pas uniques parce qu'on retrouve plusieurs lignes avec le même code et le code activité, c'est pareil, on le retrouve à chaque fois que nécessaire. Mon grand livre combiné, où c'est pareil, on retrouve mon code comptable et mon code analytique qui... ah oui, c'est pas le bon. Celui-là, c'est... Parce que j'ai réinjecté 2024 pour faire des comparatifs 24-25, mais celui-là, on va pas s'en servir aujourd'hui. Mais en tout cas, mon prévisionnel avec mes codes comptables et mon code analytique, pareil, eux, ils sont plusieurs fois et eux, ils sont plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Et après, tout simplement, on va relier tout ça. Mon plan comptable, c'est mon tableau d'initialisation de mes codes comptables. Mon tableau analytique, c'est mes axes analytiques. Et on va tout simplement dire, code analytique de ce tableau correspond à code analytique de ce tableau, de mon tableau prévisionnel. Et code analytique de mon tableau d'initialisation correspond à, il va par où? On voit les petites flèches, il correspond à code analytique de mon grand livre, ce qu'a m'a envoyé mon comptable. On fait la même chose avec le plan comptable, c'est-à-dire on définit que le code comptable de mon tableau d'initialisation correspond, eh bien, on peut les suivre. Il correspond à voilà, une colonne qui s'appelle compta, d'ailleurs, mais je sais, moi, en tout cas, c'est pas très normalisé, mais je sais que compta, c'est mon code comptable. Et je sais que dans ce sens-là, vers le grand livre 24, dans le grand livre 25, code comptable, lui, il doit s'appeler numéro de compte. Voilà, c'est ça, numéro de compte. Donc là, j'ai fait ma liaison. C'est-à-dire, en gros, mes axes analytiques, mon plan comptable, et j'ai fait correspondre dans chaque tableau en disant, ça correspond à ça correspond à ça. Une fois que j'ai fait ça, Power Pivot ne me sert quasiment uniquement que à ça. Après, il va permettre de faire des mesures, ce qui est aussi assez pratique. Mais voilà, j'ai fini avec Power Pivot. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous présenter sur Power Pivot. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est parti. En fait, on se retrouve avec la possibilité de faire un tableau croisé dynamique dans lequel je vais avoir du coup tous mes tableaux précédents qui vont être disponibles.
mon grand livre comptable, mes codes analytiques, mon plan comptable et mes tableaux prévisionnels. Et du coup, à partir de là, c'est parti, on s'amuse. Et au lieu d'aller chercher les intitulés de colonnes compta ou intitulé, je sais plus comment ils appellent ça chez la compta, mais hop, libellé du compte. Je vais pas l'utiliser à cet endroit-là. Je vais vraiment utiliser les tableaux d'initialisation. Donc, je vais prendre mon plan comptable et je vais dire, bah, en fait, là, sur ce côté-là, bah, je voudrais que là, tu me mettes la première colonne, elle va s'appeler type, parce que pour moi, type, c'est charge au produit. On le retrouve. Dans mon tableau de données ici, il s'appelle type, puisque j'ai fait ça. Alors c'est chiant, mais c'est chiant à faire, mais je l'ai fait une fois et maintenant que c'est fait, j'ai plus besoin de le refaire. Mais type euh, intitulé famille, ouais, c'est ça. Donc bah, ça, c'est un champ de mon plan comptable. Ça, c'est un autre champ de mon plan comptable. Je peux déplier. Après, du coup, j'ai mes intitulés combinés. Donc ça, pour mes lignes, c'est bon. Pour mes colonnes, c'est du coup mon tableau analytique qui va me servir. Donc, moi, j'ai une colonne qui s'appelle établissement, une autre qui s'appelle service, et une autre qui s'appelle activité. Donc, je les ai mis en colonne ici. Et puis, du coup, dans mes valeurs, je vais lui dire en prévisionnel, tu vas me mettre montant. La valeur de ma colonne qui s'appelle montant, mais qui s'appelle valeur dans l'autre tableau de mon prévisionnel. Et puis, du coup, le grand livre, j'ai une colonne qui s'appelle valeur, tu vas aussi me la calculer. Et là, du coup, il fait lui-même toutes les correspondances. C'est-à-dire qu'en gros, le compte 601 achat de produits alimentaires dans mon analytique artistique du Tetris, dans mon tableau prévisionnel, il est à 500 euros. Et là, je sais que dans ma compta, j'ai dépensé que 125 euros. La petite colonne C qui est là, enfin la petite colonne pourcentage, c'est une mesure. C'est ce que permet aussi de faire Power Pivot. Je vous le montre hyper basiquement, mais en gros, on peut créer des mesures. Et donc là, ça va être celle-là, où tout simplement, là, je crée une nouvelle mesure, où là, je suis à combien entre le prévisionnel et le grand livre? C'est quoi l'info? Et voilà. Et puis toujours mon principe de filtre, du coup, où en fait les filtres, je peux utiliser aussi la même logique de Power Pivot, c'est-à-dire que dans filtre, je vais lui dire que euh, ce segment-là, il est relié à ce tableau-là qui s'appelle analytique. Donc, je peux dire, tiens, je pourrais faire un filtre par service ou par activité ou par référent. Et du coup, là, je peux filtrer très, très rapidement en disant, hop, mon fonctionnement, il est composé de quoi? Il est composé de mes frais de bâtiment, de communication et de fonctionnement. Du coup, je sais que en prévisionnel, je suis à un certain chiffre. En réalisé, je suis à un certain chiffre. Et puis, je peux détailler en disant, ah, OK, mais en fait, je veux voir que les frais de com. Mon tableau, il se met à jour tout seul. Et voilà, c'est parti. Et puis, en fait, avec exactement les mêmes données, sans avoir à remettre aucune formule nulle part, je peux faire un tableau par service. Donc, ma collègue secrétaire générale, elle va gérer les budgets actions culturelles, expo, jeunes publics et une opération qui s'appelle Samedi à la rue. Je clique sur Agnès parce que j'ai défini à cet endroit-là que Agnès s'occupait de telle analytique. Je peux lui envoyer un tableau en lui disant ça, c'est ton prévisionnel et la colonne en blanc, c'est ton réalisé. Et du coup, voilà où t'en es. Et ça doit être une actualisation, si je dis pas de bêtises, au 30 septembre. Et voilà. Moi, je leur envoie encore des PDF à mes collègues, mais je pourrais tout à fait leur donner accès à ce document-là, voire je pourrais carrément l'héberger sur OneDrive avec des droits d'accès pour qu'ils puissent y accéder qu'en lecture, par exemple, pour qu'ils puissent aller consulter en temps réel les données. Donc voilà, moi, la façon dont j'ai trouvé
en tout cas qui me convient dans ma pratique de faire communiquer des prévisionnels et de la compta et du réalisé. Et demain, demain, et c'est-à-dire même pour nous, ça va être très rapide parce que on passe sur Pennyline au 1er décembre. Et ben en fait, il y a un truc qui s'appelle Pennyline Connect. Donc j'ai commencé un peu à bidouiller, mais nous, notre compte, il n'est pas encore configuré. Mais le Pennyline Connect va pouvoir me permettre d'importer directement le grand livre analytique depuis Pennyline. C'est-à-dire je ne serai plus obligé d'attendre que mon comptable m'envoie les infos. Je pourrais directement faire en sorte qu'ils arrivent directement dans mon tableau Excel sans avoir eu besoin d'attendre le 15 du mois pour recevoir les infos. Voilà, un peu pour un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec Excel. Et vous avez vu, je n'ai tapé aucune formule. J'ai juste utilisé les tableaux croisés dynamiques et puis Power Query et Power Pivot. Voilà. Bah, j'ai été long, comme je m'en doutais. Je vous laisse la parole si ça a suscité chez vous des réactions. Oui, Audran, vas-y. Déjà, merci pour cette présentation. Je trouve ça, moi, j'adore aussi. Moi, c'est marrant parce que construit quelque chose d'à peu près équivalent, mais sans Power Query, donc en plus compliqué à manier, du coup. Donc, ça a l'air vraiment intéressant de s'emparer de ces nouveaux outils qui simplifient quand même un peu. Enfin, une fois qu'on a compris le principe. J'ai une question. Non, j'en ai plusieurs en fait. Déjà, est-ce que d'après toi, parce qu'en fait, le problème des comptes comptables, c'est qu'il y en a beaucoup. Et que moi, ce que j'avais en tête, c'est déjà de faire des regroupements, des sous-regroupements. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'imagine il suffit de rajouter une colonne dans ton index. Et puis, éventuellement, tu peux faire, si tu veux mettre, par exemple, tous tes achats de petits matériels, que ce soit bureautique, machin. Enfin, si tu as 8 comptes d'achat de petits matériels, tu peux faire via un index, tu peux faire des regroupements. J'imagine que c'est ça la logique. Euh, donc, tu m'en diras ça. Par contre, peut-être de manière un peu plus significative comme questionnement, c'est il y a donc ton budget prévisionnel qui est global, qui regroupe vraiment le budget de toute la structure, qui est donc assez détaillé, enfin, parce que j'en ai compris. Mais est-ce qu'il y a une étape par rapport à tes collègues, par exemple, je sais pas, le programmateur, il a un budget quand même assez important à gérer. Tu as un budget global de l'année, mais concrètement, lui, il suit son budget sur un autre outil, j'imagine, parce que forcément, il y a des marges de. Enfin, on n'est jamais ultra précis, enfin, on n'arrive jamais à zéro à la fin. Et est-ce que du coup, tu as besoin ou est-ce que tu fais sans un outil de suivi propre à chacun et ton outil général qui part de la compta et de ton budget prêt? Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, je comprends tout à fait. Alors déjà, sur la question de est-ce qu'on peut simplifier les codes comptables? Oui, du coup, clac. C'est ce que j'ai fait justement dans mon tableau d'index. Et cette colonne que j'appelle combiné simplifié, en fait, c'est une simplification de mon code comptable. Tu vois, par exemple, là, fluide, électricité, gaz, eau, carburant, électricité, eau, gaz, fuel. Enfin, en plus, on est passé d'un cabinet comptable à un autre cabinet et du coup, on a eu plein de trucs de doublons, de comptes. Enfin, c'était un vrai bordel. Et bah, du coup, mon combiné simplifié, il s'appelle fluide. Et dans mon Ok. tableau prévisionnel, je n'appelle que le combiné simplifié. Donc, je peux grâce à un tableau et des index, je peux tout simplement dire, OK, en fait, les intitulés, je m'en fous. Moi, ce que tu vas me ressortir, c'est mon combiné simplifié avec juste mes achats, mes prestations, mes spectacles, enfin, ce que tu as envie de pouvoir faire ressortir. Donc, pour répondre à la première question, Ouais, super. oui, c'est tout à fait possible. Ensuite, effectivement, qui a besoin de suivre, nous, dans la structure des budgets et avec quel outil? Euh, Globalement, je pense que ce que tu décris, c'est vraiment la question du programmateur. Et effectivement, le programmateur, lui, il va suivre, il va calculer ses breaks, on va dire date par date. Donc, date par date, il a un peu son tableau et il calcule en se disant, OK, ça coûte tant, il faudrait qu'il y ait tant de billetterie pour arriver à un break ou avec une marge où en fait j'en sais trop rien. Donc ça effectivement, moi je le laisse gérer cette partie-là et c'est pas connecté avec la mienne. Moi je vais avoir une vision globale de la saison et lui il va peut-être avoir une vision date par date. Mais en fait avec la connexion des outils, je pense que c'est tout à fait imaginable de que lui travaille sur un autre outil qui va pouvoir communiquer
et du coup d'avoir une espèce de prévisionnel qui remonte depuis son suivi. Après, moi, je me méfie toujours de la question des suivis et que chacun suive son budget avec les petites factures qu'il voit passer parce que à la fin, c'est quand même toujours un peu la compta qui a raison. En fait, à la fin, c'est quand même l'expert comptable qui met son tampon sur un document et des opérations. Et des fois, moi, je me retrouve avec des personnes qui me disent ah ouais, il y a... ah bah non, je prends pas en compte telle dépense. Je considère que c'est pas dans mon budget. Et du coup, je la prends pas moi dans mon suivi de budget. Donc, j'ai l'impression que je suis bien. Et en fait, genre, juste la dépense, c'est pas parce que tu décides que c'est pas dans ton budget qu'elle disparaît du budget global de la structure. Donc, il y a une espèce de truc où je leur remets quand même la réalité comptable sous les yeux en disant, bah voilà vraiment ce qu'on a enregistré. Après, je sais qu'on a échangé déjà il y a quelque temps avec Sylvain de Bonjour Minuit, où bah, Bonjour Minuit, ils ont un code analytique par concert. Donc là, partant de ce principe-là, effectivement, si tu veux vraiment suivre finement toute l'activité concert par concert, tu peux faire ça. Si tout le monde a bien une catégorisation analytique qui est claire et qui va permettre de suivre concert par concert, tu peux le faire. Et du coup, si tu as un code analytique par concert, ton programmateur, dans son outil, on peut trouver un moyen que ce code, tel concert, il y a eu tant de billetterie, il y a eu tant de montants de cachets de session, d'embauche de techniciens, d'embauche d'artistes. Et on peut faire en sorte que effectivement ça communique dans les deux sens, c'est-à-dire des budgets individuels vers un budget global, mais aussi du budget global vers des budgets individuels. En fait, c'est ce que va te permettre ce genre d'outil, c'est que tu peux organiser de la communication de tableaux dans tous les sens. Hmm. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu peux aussi avoir un index si tu as 100 analytiques de concerts, tu as une racine qui te permet d'avoir le suivi global des concerts aussi dans le. Ouais, d'accord. Ok, Exactement. je vois. Bah, faut se mettre dedans, mais super. Merci beaucoup. Oui, Sylvain, tu peux y aller. Ouais, pour agir à ce qu'évoquaient Mathieu et Audran, euh, là, moi, avec un prestataire extérieur, informaticien, on essaie de développer un outil de gestion budgétaire à Bonjour Minuit qui utilise pas mal de fonctions qu'utilise Mathieu. Donc, évidemment, Power Query, Power Pivot, pas encore. Je suis hyper séduit par l'approche de Mathieu là-dessus, mais par tout ce qu'on avait déjà échangé avec Mathieu, par tout ce qu'il fait, parce qu'il a finalement, en fait, il a une approche assez simple. Le zéro formule, moi, ça m'intéresse vachement. J'ai pas encore réussi à m'émanciper de toutes les formules et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de fonctions proposées par Power Pivot qui vont me permettre de le faire. Mais pour rebondir sur ce que disait Audran, effectivement, nous, l'approche qu'on a, c'est qu'on veut. Alors, on utilise Bleeze, pas Pennyline, mais c'est le même principe. On récupère la donnée en fichier JSON automatiquement via un autre module de Microsoft 365 Power Automate. Donc, toutes les nuits, en fait, la compta remonte automatiquement. Et ce qu'on essaye de faire, c'est normaliser des budgets de suivi qui seraient utilisés par tous les collègues, par pôle, et où la compta remonte directement dans les tableaux de prévisionnel pour comparaison prévisionnelle réalisée. C'est-à-dire que je sois. Alors, c'est un peu différent avec le budget de diff parce qu'il est très complexe. On essaye date par date comme c'est l'activité la plus importante d'un point de vue volume budgétaire chez nous, comme j'imagine chez beaucoup d'entre vous. Euh, on essaie et on perd, et pour le coup, nous, on perd des sous à chaque date, c'est déficitaire, donc on essaie de savoir combien on a perdu de sous et de rééquilibrer et de se projeter à fin d'année. Bon, bah, on va faire une date en moins, on peut faire une date en plus, bref. Donc l'idée, c'est à terme que chaque salarié soit le plus autonome possible sur le rapprochement de son budget prévisionnel avec la réalité de la compta en cours, en temps réel. Ça, c'est le premier truc. On n'est pas loin d'arriver à une solution. Là où moi, je suis pas encore hyper à l'aise avec l'outil qu'on développe, c'est que je suis très dépendant de ce prestataire parce que j'ai pas le temps de me former. Alors, Power Query, c'est hyper intuitif, ça va assez vite. Mais Power BI, Power Ultimate, parce qu'on essaie de faire aussi de la visualisation de données, ça, c'est un peu complexe. Mon prochain objectif, c'est de m'émanciper de ce prestataire extérieur pour vraiment maîtriser totalement la mécanique et voilà. Mais la prochaine étape, encore, ce sera en termes de projection. L'idée, c'est de pouvoir rapidement projeter des résultats de fin d'année
Euh, voilà, on est à 3 mois, on est à 6 mois de l'activité. Quel serait, selon tel et tel critère, quel serait le résultat attendu en fin d'année? Et voire même générer des plans de trésorerie euh, automatiquement mis à jour, voilà, ce genre de truc. Je fais juste un parallèle sur ce que dit Sylvain, parce qu'effectivement, on a employé le mot Power BI plusieurs fois. Moi, je sais que c'est un outil avec lequel je me suis familiarisé il y a aussi quelques temps, qui est aussi très très puissant. En fait, si vous avez compris Power Query et Power Pivot, en fait, vous avez compris Power BI. Et Power BI, c'est en gros Excel, mais sans tableau. Il n'y a plus que des graphiques. Et du coup, ça permet de faire des choses assez sympathique, moi j'aime beaucoup, et qui permet de faire des outils de visualisation qui peuvent être autant comptables que d'activité. Là, par exemple, moi j'ai extrait toutes les données de IDS qu'on utilise, donc la programmation, les contrats, etc., etc. Donc des tableaux de données brutes. Et avec Power BI, je les traite et du coup, bah, en fait, j'ai déjà en gros l'outil qui va me permettre de faire en sorte que mon rapport d'activité, il est fait en fait. Et il est fait et on va pouvoir tout au long de l'année se dire, OK, là on a organisé tant de concerts, la marge, le taux de remplissage, il est de temps, on a fait tant de concerts rock, on a fait tant de leads féminins. En fait, cet outil d'évaluation, il nous permet en fait, à partir des données de IDS, l'idée, moi, et ça a toujours été ma fainéantise, c'est une donnée, elle est à un endroit et je la duplique pas, je la mets pas à un autre endroit. J'utilise toujours la donnée source et j'essaye de plutôt faire connecter les outils plutôt que d'avoir à recopier des trucs dans d'autres endroits. Mais effectivement, Power BI, c'est un peu l'étape d'après, mais ça pourra faire aussi l'office d'une autre vision. Mais c'est un super outil de Microsoft pour moi, il est gratuit également aussi dans la suite Office 365. Et là, tu peux te construire des tableaux de bord qui sont assez ouf, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et pour répondre à JB, effectivement, sur Mac, pour moi, il n'y a pas de limitation sur Mac à l'utilisation de Power Query et Power Pivot dans la suite Office. Mais j'ai une collègue qui a eu ce problème parce qu'elle avait un vieux MacBook Air et sa version d'Office, elle voulait pas se mettre à jour. Donc il y a ça par rapport à la version de l'OS de Mac qui parfois peut créer une sorte de limitation et que Office veut pas se mettre à jour correctement. Ouais, merci. Ouais, moi, c'est dans mes recherches, là, en même temps que tu parlais, je regardais un petit peu parce que ça m'intéresse vraiment de partir un peu sur ce type de solution, surtout que ça y est, nous, on a basculé aussi Penny Lane, donc j'avais bien vu le Penny Lane Connect que je voulais vraiment pouvoir utiliser. Et j'ai l'impression que c'est sur Power Query et Power BI que pour le coup, c'est pas le cas encore sur la partie que tu peux installer sur ton ordinateur et que du coup, tu y auras accès en ligne, ce qui est peut-être un peu con parce que pour le coup, si on brasse beaucoup de données, j'ai peur que en utilisant la version web, on se retrouve sur un truc qui lag. Ouais. Enfin, bref, je suis pas hyper confiant là pour le coup pour ce genre de truc où on traite beaucoup de données, de le faire en SaaS, mais peut-être que ça peut le faire. Je vais regarder. De toute façon, moi, je suis encore avec une vieille version Excel 2016 qu'on ne payait pas, donc je pense que je suis passé non-profit depuis hier, donc C'est peut-être pour ça, ouais. on va, on va, on va acheter une licence. Merci pour la presse. Et je réponds aussi à la question de Audran tout à l'heure, je le repartage. En fait, savoir où on en est, qui est pour moi une des problématiques les plus importantes de notre métier, effectivement. Moi, c'est pour ça que je crée une mesure. Je crée une mesure entre mon prévisionnel et mon réalisé. Et en gros, je, je fais cette étape en me disant, en juin, on est à 50% de l'année, je suis où dans mes comptes de chargé de produits, avec aussi l'aspect peut-être activité un peu pas forcément régulière, parce qu'on va avoir plus de programmation peut-être entre janvier et juin qu'entre juillet et décembre. Et du coup, cet indicateur, moi, il me donne déjà un indice de me dire où on en est. Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu trop explosé tous les trucs? Et du coup, en fonction de cet indicateur, bah, du coup, de réévaluer mon prévisionnel en me disant, bah, là, le prévisionnel, il est sous-évalué. On a dit qu'on ferait tant de recettes, tant de dépenses, et en fait,
à la fin juin, on a déjà un peu explosé le truc. Et du coup, comment on le réévalue? D'ailleurs, là, on voit hein, qu'il y a des trucs qui sont un peu. Non, ça, c'est les amortissements, c'est pas grave. Mais on voit qu'il y a certains trucs qui sont déjà un peu border. Donc, en fait, c'est comment réévaluer son prévisionnel, comment voir en fait les marges de manœuvre dont on dispose. Où est-ce qu'on peut réduire un budget pour en augmenter un autre pour avoir à la fin de l'année un atterrissage où on sait où on va et que moi j'essaye de me faire des points d'atterrissage comme ça, au moins un l'été, en me disant ok, là c'est quoi la prévision de résultat de la fin de l'année? Là j'en ai refait un, bon parce que nous les finances c'est pas la grosse fête en ce moment donc on est d'autant plus vigilant. Mais ouais, là maintenant je suis en capacité de faire un atterrissage à peu près, de revoir mon atterrissage tous les mois, pour le moment, avec le fait que le comptable m'envoie un grand livre à jour tous les mois. Et c'était Sylvain qui posait cette question, pardon. J'ai répondu à Audran, mais vous avez compris. Donc voilà, je sais à quel point la construction de tableaux de bord et d'outils financiers peut être très très fastidieux, mais en, allez, en 1 heure de temps, je vous ai montré deux, trois tips pour construire un tableau qui peut s'avérer assez efficace rapidement. Après, vraiment, la question, c'est il faut réfléchir ces données, il faut réfléchir comment sont organisées les données. Et comment on fait communiquer tout ça en fait. Donc il y a vraiment cette question de comment on organise ces tableaux. Basiquement sur Excel, je déconseille fortement par exemple de fusionner des cellules. Dès que tu fusionnes des cellules, si tu veux appliquer des formules de somme, ça te nique tout. Enfin, il y a pas mal de trucs où il faut réussir à réfléchir à l'organisation de ces données pour que après elles soient traitables et elles soient traitables dans différents outils. Est-ce que Ouais. j'arrive à transmettre ce savoir-faire à mes collègues? C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent à faire des tableaux croisés dynamiques? Ouais, en gros, c'est ça parce que il y a pas mal de gens qui ont l'impression que c'est hyper compliqué alors qu'effectivement, ça l'est pas tellement. Et moi, c'est une question que je me pose souvent parce que parfois, on nous demande des formations Excel par des professionnels de la formation, et alors qu'en fait, il y a plein de trucs très très simples qui leur font sans doute gagner du temps et qu'on a. Et je sais pas si toi ou si d'autres personnes ici arrivent à trouver le temps, l'organisation pour transmettre en interne un certain nombre de tips, comme tu dis, qui permettent de gagner du temps. Je sais pas s'il y a des pratiques chez les uns et chez les autres. Moi, j'ai jamais eu le temps et je suis jamais allé au bout de cette réflexion, mais je me dis, en fait, des fois, peut-être que je calerais moi-même une réunion d'1 heure avec quelques collègues qui sont un peu plus amenés à être sur Excel. Je pense il y a plein de choses qui leur feraient gagner du temps. Et en même temps, j'ai jamais réussi à le caler ça nulle part. Mais je sais pas si toi, tu y arrives ou parce que bon, on n'est pas obligé tous d'être des champions de Power Query, mais je pense concrètement, je pense qu'il y a plein de gens qui perdent énormément de temps. Typiquement, ce que tu dis sur les fusions de cellules, sur le fait d'avoir des lignes où tu mets pas toutes les infos sur les lignes, et du coup, bah, tu te retrouves avec le tableau que tu nous as montré en début le tableau que Mm. tu avais qui venait de Sage, là où tu avais justement toutes les cellules n'étaient pas remplies parce qu'il y avait des titres, et ce qui fait qu'en fait après tu peux plus du tout combiner, faire justement tableau croisé, trucs comme ça. Il y a plein de petits tips qui permettent de gagner du temps. Bref, voilà. Ouais, bah oui. Alors, est-ce que j'arrive à transmettre à mes collègues? Pas tous, parce qu'il y en a, je pense, qui sont vraiment allergiques. Et je sais que il y avait un peu ce truc à la fin de l'année où quand on disait, allez, on fait le rapport d'activité, allez, on fait le rapport de la billetterie, on essaye de déterminer combien on a de personnes qui sont venues dans la saison qui habitent Le Havre et combien viennent de l'agglo et combien viennent du département. Donc là, bon, bah, en gros, c'est un gros tableau de data avec des codes postaux et comment tu les traites. Et en fait, mes collègues essayaient toujours et je leur disais, mais regarde, tableau croisé dynamique, tu prends tel truc, clac, clac, tu fais regroupement, clac, clac, c'est vite fait. Et à la fin, on me disait toujours, Mathieu, tu voudrais pas faire la stat parce que en fait, même en expliquant et en expliquant et en expliquant, il y a des gens qui sont vraiment absolument hermétiques à ça et c'est compliqué. Par contre, j'ai quelques collègues où je leur ai qui d'ailleurs sont partis et font d'autres tafs maintenant qui ont
enfin, ont aimé apprendre des choses sur Excel qui leur servent maintenant. Et je sais plus quelle était ta deuxième question. Donc c'était une seule question en Ah fait. oui, non, oui, si, si, en Ah bon? fait, il y a quand même un truc, c'est que moi j'ai fait une formation Excel l'année dernière, il y a un an à peu près à cette période, novembre-décembre, avec mon CPF, en me disant en fait, moi Excel c'est un loisir. Genre je peux passer mon week-end sur Excel et les gens ne me comprennent pas. Enfin bref, j'ai une vie assez spéciale. Mais du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien passer la certification Excel pour pouvoir avoir le badge, pour dire quel niveau j'ai. Et en fait, j'ai suivi une formation. euh, C'était très cool. Moi, je sais que le formateur m'a vachement ouvert les yeux sur plein de trucs et de comment on se sert d'Excel. L'organisme de formation, c'était Morpheus. Et j'ai passé la certification et j'ai eu le niveau expert. Donc, je suis hyper fier de l'afficher sur mon profil LinkedIn. Euh, la certification et la plupart des formations Excel ne vont traiter que de l'usage basique d'Excel. C'est comment on fait des sommes, comment on fait des sommes si ensemble, et va aller jusqu'au tableau croisé dynamique. La vision d'Excel telle que je vous l'ai montré avec Power Query et Power Pivot. Alors, il y a forcément des organismes qui proposent ce genre de formation, mais l'usage d'Excel encore aujourd'hui est vraiment un peu limité. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens et beaucoup d'organismes de formation. Et la certification Excel que j'ai passée n'aborde à aucun moment les usages de Power Query et Power Pivot. On reste vraiment sur comment faire du formatage conditionnel. J'ai telle cellule, je fais telle formule, je vais avoir quel résultat. En fait, on est vraiment encore sur un truc qui est très, très formule Excel. Et cette formation, elle m'a été très très précieuse pour comprendre plutôt la logique tableau structuré, comment tu peux, à partir de ces endroits-là, faire d'autres choses. Mais, euh, mais effectivement, la plupart des niveaux qui sont demandés en Excel se limitent, ce que je vais appeler au côté basique. On sait très bien entre nous que c'est pas du tout basique de faire de la formule sur Excel et que ça peut être très très vite une usine à gaz. Mais voilà, le volet de se dire on s'émancipe des formules et on va demander à des tableaux de nous calculer tout seul et d'actualiser. Ce que je vous ai pas montré aussi dans mes tableaux, c'est que en fait, je vous le montre juste vite fait. Pour ceux qui manipulent déjà les tableaux croisés dynamiques, vous savez que les données, elles s'actualisent pas forcément automatiquement, sauf depuis la nouvelle mise à jour. Il m'énerve ce truc Zoom qui apparaît en haut de mon écran. Depuis la dernière mise à jour, il y a un petit truc qui est apparu qui s'appelle actualisation automatique, qui permet en fait que les données elles se mettent à jour automatiquement si elles sont traitées dans ce tableau à côté. Mais globalement, il y a toujours l'actualisation manuelle. Donc, actualiser les données de son tableau croisé dynamique en utilisant effectivement ce truc actualisé va faire en sorte que il va actualiser tout ce qui est, enfin, tout ce qui provient des tableaux extérieurs. Donc, en une opération actualisée, il va faire mouliner Power Query avec toutes les requêtes qu'il y a à l'intérieur pour que toutes les données se mettent à jour automatiquement en même temps. Et ce qui fait une fois que j'aurai cliqué sur actualiser, je sais que j'ai mis mon nouveau grand livre que je viens de recevoir ce matin par mon comptable. Et bah, en faisant actualiser dans mon tableau croisé dynamique, il va aller me chercher les infos qui sont dans le tableau que je viens de mettre à jour ce matin. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Et du coup, Mathieu, est-ce que les fichiers sont très lourds ou pas du tout? Le fait que ça... Le fait qu'il y a de la data à l'intérieur, Ouais, attends, parce que là, c'est un raccourci. Si je vais à l'endroit où je l'ai rangé, euh, il est là. Là, le fichier que je vous ai montré, il fait 2 mégas. ok. Donc, c'est pas très lourd. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement qu'il n'y ait plus de double saisie, de saisie de données. Du coup, tu limites les sources d'erreurs. Et tu as parlé aussi de l'export de données HITS et de travailler sur des tableaux de bord aussi
liées aux indicateurs d'évaluation. Ça aussi, ça m'intéresse. Ça pourra faire l'objet peut-être d'un nouveau rendez-vous. Parce qu'effectivement, de plus en plus, on nous demande des infos d'évaluation, d'indicateurs. Enfin là, on croule sous les indicateurs. Moi, effectivement, dès qu'on arrive sur la période du rapport d'activité, j'ai tous mes collègues là qui sont en PLS. Et du coup, si on peut faciliter les choses et aussi avoir une vision prospective aussi, c'est hyper intéressant. Donc, peut-être qu'à un autre moment, on pourra se faire ce point IDS et tableau de bord d'activité. Ouais. Bah, sur la question, enfin, je vois qu'il est 11 heures, je veux pas vous montrer mon tableau de bord parce que là, on est reparti pour une nouvelle heure, mais on le fera une prochaine fois. Mais en fait, la difficulté que moi, je rencontre, c'est que, en fait, une fois que tu as défini qu'est-ce que tu veux évaluer, quels sont les indicateurs, genre euh, le style de musique, le nombre de personnes, le nombre d'artistes femmes, le nombre d'artistes hommes, la provenance, est-ce que c'est un groupe régional, enfin bref, tous les indicateurs que tu as besoin de mettre dans ton rapport d'activité. Après, la seule difficulté que je rencontre, c'est la rigueur de mes collègues à remplir ces indicateurs au fil de l'activité. Parce que je pense qu'en fait, c'est en agrégeant de la data comme ça tout au long de l'année que ton rapport d'activité, à la fin, tu t'exportes, tu fais tableau croisé dynamique et c'est bon, tu l'as en fait. Mais quand tu dois te retaper un an d'activité à te dire, ah putain, ce groupe-là, ils étaient combien sur scène? Est-ce qu'il y avait des femmes? Enfin, en fait, c'est ça qui nous fait perdre un temps de fou. Donc, moi, j'essaye d'insister sur ma collègue qui est à la prod, mon collègue programmateur, de leur dire, en fait, quand vous avez rentré un artiste, en fait, il y a un petit tas de petites informations à renseigner. Et si vous le faites au fur et à mesure de l'année, on va gagner un temps considérable à la fin de l'année et on va moins s'arracher les cheveux. Donc, effectivement, tout réside dans la, la définition de son évaluation, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer et où est-ce qu'on renseigne la donnée et qui renseigne la donnée tout au long de l'année, quoi. Et ça, c'est effectivement quand on te demande de revenir sur une année complète avec ah oui, on vous a pas demandé, mais on aimerait bien avoir tel indicateur et que tu ne l'as pas, tu l'as pas agrégé tout au long de l'année, oh, bah, laisse tomber, enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler, quoi. Et juste, j'ajoute au niveau des formations, moi j'avais une démonstration par l'AGESIF de Power Query et il propose des formations et même des formations sur mesure pour avoir suivi moi des DLA il y a quelques années autour justement de tableaux de bord de gestion et de suivi d'activité. La formule sur mesure est pas mal parce que du coup, justement, ça s'adapte vraiment aux outils qu'on a ou qu'on va développer, aux besoins vraiment personnalisés. Et enfin, pour le coup, moi, je pense qu'à Paloma, parce que j'ai du mal à dégager du temps, et j'essaie de pas trop faire ça le week-end, Mathieu. Mais, mais voilà, je pense qu'on va passer sur un parcours comme ça de formation individualisée et sur mesure. Et si je dis pas de bêtises, je crois que Artes Formation propose aussi ce genre de formation et c'est ma collègue, enfin, c'est l'ancienne administratrice du Tetris, Joanne Graziani, qui l'anime et du coup, évidemment, je la conseille. Euh, et oui, et à propos de IDS, effectivement, mais ça pourra faire l'office d'une prochaine visio, mais il y a vraiment aussi une logique sur IDS que mes collègues ont du mal à comprendre, c'est comment tu personnalises tes vues et comment en fait tu affiches les colonnes que tu as besoin d'afficher. Et en fait, moi, en me personnalisant des vues, ça peut me permettre d'exporter des tableaux avec exactement les indicateurs dont j'ai besoin et pas la totalité des colonnes qui est complètement imbitable. Et puis, dans une discussion récente avec Fabrice, a priori, il devrait lancer une nouvelle interface début 2026 qui serait plus ergonomique. Parce que moi, je sais que j'ai ce problème avec mes collègues qui supportent plus X en fait, par la complexité des menus, de trouver l'info, que quand tu dois rentrer un truc, il faut que tu cliques à un endroit, cliques à un autre et autres. Et je sais que moi, j'adore X et je connais les gars et je sais ce qu'ils ont. Enfin,
leur logique d'informaticien, j'arrive à la comprendre, mais oui, oui, je sais que pour certains de mes collègues, et surtout ceux qui ont goûté à Orfeo, Eads manque un petit peu d'ergonomie, mais je pense que j'ai hâte de voir enfin, comment ils vont prendre en compte tous les retours et comment ils vont modifier l'interface pour qu'elle soit plus friendly. Et ben, je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir. Il est 11 heures passé de quelques minutes. Je ne sais pas si, il y a encore quelques petites questions. Si jamais vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir. Bon, je peux pas faire vos tableaux individuellement, hein, mais s'il y a quelques questions, je vous remets mon mail dans le chat, mais je pense que vous l'avez dans le fil de discussion. Et puis, je sais que le Palabre à Raffut parlait de la question de l'intelligence artificielle. Moi, c'est quelque chose très concrètement au quotidien. L'intelligence artificielle, je m'en fous un peu, en fait, je m'en sers pas vraiment. Par contre, à cet endroit-là, en tant qu'assistant, pour me dire, ah ouais, mais attends, j'ai cette donnée-là, et j'aimerais bien pouvoir faire la marge en calculant, en prenant ce truc-là, machin. Et là, je sais que dans ce que je vous ai montré, c'est pas exactement du langage Excel, ça va être du langage DAX. Et bah du coup, je sais pas faire du langage DAX, moi, et du coup, je demande à Copilot, je lui dis j'ai ça, et je voudrais ça, tu me dis quoi? Il me dit bah tiens, c'est ça. Et j'essaye, et souvent ça marche en fait. Des fois ça marche pas, alors je l'engueule, mais souvent ça marche. Et en fait, ouais, moi, l'IA à mon endroit, je l'utilise plutôt comme assistant. Et en gros, toutes les recherches que j'aurais fait avant sur des forums utilisateurs, de personnes qui se seraient posé la même question que moi, où j'aurais dû lire 10 pages de commentaires de gens qui donnent les mauvaises solutions, avec Copilot, au moins, je gagne du temps sur la recherche. Et c'est exclusivement à ça que je l'utilise actuellement. Voilà, voilà. Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'était très bien, Enfin, franchement. est-ce que ça touche Une à... très bonne présentation. Merci beaucoup pour cette proposition, Mathieu. Je complète juste très rapidement, de manière anecdotique, avec une information. Voilà, nous, on a pu, Jean-Baptiste donc, du J'allais le Shabada, dire, donc tu me coupes, même, mais c'est bien. voilà, on a Vas-y. on a pu discuter avec Julien Tano qui propose une solution qui s'appelle Breakly. Voilà, donc moi j'ai eu le droit à une petite présentation visio. Jean-Baptiste, toi tu as pu le croiser en direct, il me semble. Voilà, donc je ne sais pas, à main levée, est-ce que certaines d'entre vous connaissent un peu ce début de solution, ce projet? Voilà. Donc, il s'agit d'une solution vraiment de synthèse budgétaire avec donc interface en ligne. C'est assez ergonomique, l'arborescence n'est pas trop compliquée. Voilà, et en fait, tout ça pour vous dire que, donc effectivement, là, on vient de parler d'une solution. Nous, côté Fédé, on n'est pas non plus dans le prosélytisme à présenter telle ou telle solution. C'est juste que lui, en fait, actuellement, il est dans une recherche potentiellement de. La solution en elle-même est tournée plutôt côté tourneur et festival. Il y a quelques salles qui partent un peu sur l'outil en se disant tiens, ça pourrait être intéressant. Pour le moment, on est sur une version bêta. Mais voilà, lui était potentiellement prêt à faire des petites visios de présentation et de capter un peu les retours, un peu les réalités métiers de notre secteur pour voir ce qui était globalement développable ou pas sur cette solution. Donc voilà, je faisais passer l'information. Jean-Baptiste, si tu veux, voilà, arriver en complément, tu as pu échanger également. Ouais, moi je l'ai rencontré au Mama. La solution, elle est plutôt bien, mais comme tu l'as dit, il l'a développé à la base pour des festivals ou pour des producteurs, puisque le mec à la base est directeur de prod Mm. dans un producteur de concerts. Donc il a voulu créer un outil qui lui permette de suivre ses différents projets. Qu'est-ce que je voulais dire de plus que toi? Le problème, c'est qu'il n'est pas encore assez interfacé pour devenir vraiment intéressant. Mais le jour où il le sera avec des solutions
type Penny Lane ou autre, c'est sûr que ça pourra devenir hyper intéressant, même si la présentation de ce matin rend un peu son outil plus relatif, puisqu'en gros, il permet de faire ce que Mathieu a présenté et développé, mais voilà, de manière peut-être beaucoup plus automatique. Voilà, c'est encore plus flemmard que ce que tu as proposé, Mathieu. Dans le monde idéal, s'il est interfacé à IDS, à Spectacle et à nos logiciels comptables, c'est potentiellement un truc complètement dingue qui permettra aussi d'aller, comme son nom l'indique, d'aller chercher vraiment les breaks. Donc, on est aussi sur un tableau qui est assez pensé un outil qui est assez pensé pour la diff. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment répondu à cette question avec la présentation de Mathieu. Donc, voilà, c'est un truc à suivre. Et oui, en effet, il cherche aussi un petit peu à se nourrir de nos besoins. Sauf que moi, je suis en plein déploiement de Penny Lane. J'ai ma comptable qui a démissionné, donc je ne vais pas du tout pouvoir lui voilà, ça fait partie des choses aussi un petit peu à regarder. Après, voilà, ça fait une dépense en plus, mais bon, Voilà, ouais. le prix est assez raisonnable. Et puis, encore une fois, entre un abonnement et gagner 2 ou 3 jours de temps homme par mois avec un outil automatisé, voilà, ça peut être à regarder. Enfin, voilà, ça fait partie des solutions un petit peu à suivre. D'où le fait que je l'ai réorienté vers Adrien pour qu'il puisse un petit peu en parler aux admins que ça pourrait intéresser. Et voilà. Voilà, c'était surtout arriver effectivement en relais et sans de mettre quelques voilà, quelques espoirs en la solution de notre côté. Nous, c'était surtout arriver en relais pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées ou qui avaient voilà, une envie à peut-être aider donner un retour un peu métier pour aider au développement de cette solution. Voilà, donc vous avez le lien, on pourra également le refaire, le retransférer, mais effectivement, au regard de tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui, Mathieu, voilà, on a également, on voit les possibilités qui peuvent être faites, ce qui peut être fait en interne, si on y met le temps, les compétences, et voilà. Bah ouais, puis enfin, je suis tout à fait raccord avec ce que dit JB, c'est qu'en fait, ce qui nous fait vraiment gagner du temps, c'est la capacité d'interfacer des données, en fait. Les données, elles sont toutes à un endroit différent et comment tu arrives à faire communiquer tout ça. L'intérêt, effectivement, de Power Query, et ce que je vous ai montré vraiment au tout début d'intro, c'est que tu peux aller chercher des données qui sont dans un autre tableau Excel, mais tu peux aussi aller chercher des données qui sont sur un serveur Amazon, j'en sais rien. C'est d'ailleurs, c'est la solution qui propose aussi Penny Lane. Bref, moi, je suis en train de demander à IDS de dire, vous ne voudriez pas ouvrir votre base de données pour qu'on puisse se connecter directement via des requêtes dans IDS pour éviter d'exporter les données de IDS d'un tableau pour les réimporter dans un outil genre Power BI ou Power Excel. Et en fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'on est aussi dans une période où il y a plus de besoins, il y a plus de demandes, on est beaucoup plus évalué, on nous demande beaucoup plus de chiffrer des choses et c'est l'interfaçage qui va nous faire gagner énormément de temps. Mais après, ce que je dis toujours à mes collègues, c'est que tout ce que je montre là, avec un papier, un stylo, on arrive au même résultat. C'est simple, si on comprend la démarche, on arrive au même résultat. C'est juste le temps qu'on va mettre à arriver à ce résultat qui va faire la différence, quoi. Oui. Ouais. Je me suis permis de couper le micro de Patricia, je crois que... Désolée. Pas Quelqu'un de est souci. rentré dans mon bureau au bon moment. Désolée. Bon, ben, en tout cas, moi, je suis hyper ému de voir toutes ces personnes qui sont restées aussi longtemps pour cette petite présentation d'Excel et de pouvoir partager cette passion avec vous. Juste une petite question. Est-ce que, je suis désolée, je vous ai rejoint un peu tard, j'avais le département avec qui je devais échanger. Est-ce qu'il y a eu un enregistrement de fait de la présentation des outils? Oui, Patricia, Oui, je pourrais le revoir. comme Ok, promis, l'enregistrement a été fait et puis il sera ok, communiqué dans un premier temps sur la liste éco-sociale. ok, super, merci.
Très bien. Et bah, du coup, on se donne rendez-vous quand pour une prochaine vidéo? Qui se lance? Qui veut présenter quoi? Voilà, on peut décider ça plus tard. Ouais, ouais. Bah, je pense que la question, effectivement, de Penny Lane ou autres outils similaires, moi, enfin, vraiment, on a accès à Penny Lane depuis hier et le 1er décembre, on bascule. Donc, je suis encore un peu newbie dans cette histoire, mais on a déjà travaillé précédemment sur un autre outil de gestion qui s'appelle iPadDat, qui est moins complet, mais qui nous a déjà permis d'entrer un peu dans l'ère de la dématérialisation totale. Mais je pense que c'est la bonne voie, en tout cas, ce genre d'outil pour fluidifier d'une part la gestion et d'autre part la compta. Là, on est vraiment sur ces deux visions au sein de Penny Lane, d'avoir et un outil de gestion pour les gestionnaires et les directeurs, et un outil de comptabilité pour les experts comptables, mais tout ça dans un seul et même outil. Et c'est quand même assez, il y a quand même plein de trucs qui sont très bien pensés, et notamment, je sais que nous, on a des caisses enregistreuses qui sont le prestataire s'appelle Jalia, et bah du coup on va pouvoir connecter pour que toutes les recettes remontent directement en compta à la journée, donc avec le ticket Z. Et moi là je suis sur un petit chantier que j'ai lancé, qu'il va falloir que j'active plus sérieusement maintenant qu'on a sorti la tête de l'eau du festival, c'est aussi connecter la billetterie, donc SoTicket, avec des solutions comme Penny Lane. En tout cas, de pouvoir créer le langage de communication entre ces deux solutions, donc ce qu'on appelle traditionnellement des API, pour que, en fait, les données de billetterie puissent remonter directement en compta de façon journalière, je pense. Donc, euh, donc voilà, l'idée de faire communiquer, c'est un peu un leitmotiv, vous l'aurez compris. Voilà, voilà. Génial. Si ça va à toutes et tous, on peut se faire un clap de fin sur ces mots. Euh, donc, comme vous l'aurez compris, on peut se garder ce rendez-vous, qu'il soit matinal ou fin de journée. C'est vrai que c'est toujours en début de journée avec un café, ça peut bien fonctionner. Donc, chacune est libre de faire une proposition de sujet et on voit des disponibilités sans mettre en place un Framadate pour l'ensemble des administrateuristes du réseau, mais plus voilà, s'assurer qu'à chaque fois que c'est enregistré et mis à disposition. Voilà. Bonne journée tout Bah, le monde. super. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, merci.